Bien souvent, on entend dire, dans un pays comme le mien, qu'il y a une concurrence déloyale de la part des pays à bas salaire. C'est une idée fausse. Il y a des pays où les salaires sont plus faibles parce que la productivité est plus faible, tout au moins dans certains types d'activités. Une fois de plus, l'échange naît de la différence. Donc la concurrence n'est pas déloyale. La concurrence, elle existe justement parce que les gens sont différents. Et malheureusement, parce qu'on part de cette idée qu'il n'est pas juste que des producteurs puissent produire à l'étranger avec des coûts qui sont plus faibles, ça a conduit les pays les plus développés à justifier des politiques protectionnistes, à tort. Il y a un processus de spécialisation, là encore la spécialisation, on vous en a parlé ce matin, il y a un processus de spécialisation qui fait que certains se spécialisent dans des productions à fort contenu de main-d'œuvre, d'autres dans des productions qui impliquent d'autres spécialités, d'autres qualités. Il est faux aussi de dire, comme on le dit bien souvent, qu'il y a une spoliation des pauvres par les riches. Dans l'échange, tout le monde gagne. Et quand on est pauvre, je crois qu'il est particulièrement important de bien utiliser ses ressources et de profiter de ces capacités extraordinaires que l'échange international peut donner. On entend aussi dire souvent que l'échange libre conduit au pillage du tiers-monde, parce qu'on a l'image d'un tiers-monde qui est spécialisé dans la production de matières premières. Et là encore, on l'a évoqué ce matin, la spécialisation dans les matières premières, ce n'est pas la chose importante. Ce qui est important, c'est le développement de l'esprit humain. Et on peut aller plus loin d'ailleurs, parce qu'il a été démontré par exemple par un auteur comme Simon que sur le long terme, les prix des matières premières diminuent par rapport à l'heure de travail, prise comme étalon. Ce n'est pas une bonne spécialisation de se spécialiser dans les matières premières. Il vaut mieux pour les pays producteurs de matières premières vendre tout de suite ses ressources et essayer de développer d'autres activités. Il y a un argument protectionniste que je voudrais quand même évoquer par ailleurs, et en particulier dans un pays comme le vôtre, c'est l'argument bien connu de l'industrie dans l'enfance. Il consiste à dire que dans un pays qui est en phase de décollage économique, les activités nouvelles ont un handicap par rapport aux concurrents étrangers qui sont établis depuis longtemps et qui ont eu le temps par conséquent d'amortir les équipements initiaux, de développer des marchés avec lesquels ils sont habitués de traiter, etc., etc. Et cet argument, il apparaît séduisant et on a le sentiment que c'est une exception à ce principe universel que j'ai évoqué. Eh bien, pour ma part, je voudrais aussi vous montrer que cela n'est pas le cas. Et je ferai peut-être avec un petit graphique. Je mets le temps ici en abscisse, n'est-ce pas? Et puis là, je vais mettre les coûts et les recettes. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des coûts de production qui sont élevés au début, lors du lancement de l'entreprise, parce qu'il faut engager du marketing pour faire connaître l'existence du produit, qu'il y a des équipements achetés, etc. Et puis, avec le temps, les coûts, vous pouvez considérer ça comme des coûts unitaires, si vous voulez, les coûts diminuent. Et dans l'autre sens, vous avez des recettes qui augmentent, toujours pour les mêmes raisons. Alors on nous dit, bon, au début, il y a des pertes ici, et alors que l'entreprise d'un autre pays qui est développée depuis longtemps, elle est uniquement dans cette zone où il y a des profits, donc la concurrence n'est pas possible. Alors, je voudrais répondre à cet argument de la manière suivante. Prenez un entrepreneur qui se situe au temps zéro, qui considère différents projets d'investissement, et en particulier le projet qui est ici. Au temps zéro, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, précisément, il fait ce calcul-là. Il calcule le total actualisé en tenant compte du taux d'intérêt, le total des coûts qu'il va supporter sur un grand nombre d'années, par exemple 20 ans, et le total des recettes qu'il espère. Il n'y a aucune certitude, bien sûr, mais c'est quand même ça
le travail d'un entrepreneur d'essayer d'évaluer. Et il sait bien qu'au début, il y a des pertes, mais il les prend en charge. C'est précisément pour ça qu'il faut un financement, n'est-ce pas? Il les prend en charge soit avec son capital propre, soit avec l'endettement, parce qu'il a le sentiment qu'il pourra rembourser et faire un profit par la suite. Quand on parle d'industrie dans l'enfance et qu'on justifie ainsi soit des subventions, soit une politique protectionniste, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, prenons justement le cas où il y a une politique protectionniste, on va imposer des droits de douane sur les importations des biens en question. Ce qui veut dire que le producteur national, il va être capable de vendre plus cher. Donc il va avoir des recettes plus élevées et la zone de déficit initial va être plus petite, n'est-ce pas? Donc il veut être davantage incité à se lancer dans l'activité en question. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a complètement faussé le calcul économique. Parce que, une fois de plus, ça n'existe pas les miracles. On ne peut donner un avantage particulier à ce producteur sous forme de subvention ou de protection douanière qu'aux dépens des autres. Par exemple, les consommateurs vont être obligés de payer plus cher le produit en question, parce qu'il y a une protection douanière. Ça va diminuer leur pouvoir d'achat, et par conséquent, ils vont diminuer leurs achats des autres biens. Et donc, les autres producteurs peuvent moins bien se développer, parce qu'il y a une moindre demande qui s'adresse à eux. C'est toujours cette idée, n'est-ce pas, selon la célèbre phrase de Frédéric Bastiat, décidément les uns et les autres, nous adorons Bastiat. Je vous recommande, ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est grave de ne pas l'avoir fait encore, hein, mais je vous recommande de lire Bastiat. Hein, vraiment, c'est un délice. Hein, ça se lit mieux qu'un roman. Et c'est tellement clair, tellement simple, tellement vrai. Ce sont des leçons éternelles, là aussi, que nous donne Bastiat. Bastiat, n'est-ce pas, avec cette formule, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. C'est ça qu'on rencontre tout le temps. Ce qu'on se voit, c'est l'aide qui est apportée à l'entrepreneur qui est ici, ou aux entrepreneurs de ce secteur. Ce qu'on ne voit pas, c'est le coût. Il existe. On ne peut pas supprimer un coût. Il existe, il est reporté sur d'autres, les consommateurs et les autres producteurs. Mais on ne sait pas dans quelle proportion. C'est aussi un des problèmes, d'ailleurs, de tout l'interventionnisme étatique, c'est qu'il est aveugle. On ne sait pas qui supporte véritablement le poids de la politique en question. Or, il se peut très bien que parmi ceux qui supportent le poids de cette politique, il y ait des entrepreneurs extrêmement innovants qui auraient créé des richesses, mais qui sont empêchés de le faire parce que, sans qu'on le sache, ils supportent un poids trop important. Par exemple, la demande se détourne d'eux pour aller vers ce produit. Ça veut dire qu'en pratiquant cette politique d'aide à certaines activités par le protectionnisme, au lieu d'avoir une situation où un grand nombre de producteurs font des paris productifs, se lancent dans la production, ce sont les bureaucrates en quelque sorte qui décident à leur place. Ils décident d'aider certaines activités sous prétexte que ce sont des industries dans l'enfance. Ils pèsent sur les autres, ils condamnent les autres, mais on ne sait pas lesquels. Et donc, nous avons un processus qui est complètement faussé. Nous n'avons aucune certitude, bien évidemment, que les bureaucrates choisissent les activités qui mériteraient d'être aidées et les activités qui ne le méritent pas.